Et c'est un coup de cœur à la fois pour une démarche et pour un livre, un beau livre intitulé Cartographie radicale. On va vous expliquer précisément ce qu'est la cartographie radicale. D'ailleurs, ce livre s'intitule Cartographie radicale exploration. Et il est signé par une historienne Neftis Zver et un géographe Philippe Rekasevitch qui sont dans ce studio en ce moment même. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et il faut tout d'abord nous expliquer ce qu'est cette cartographie radicale Neftis Zver. Oui, alors cartographie radicale ou critique, il y a plusieurs dénominations. C'est une façon de faire des cartes qui remonte aux années 70. On situe le début de ce qui n'est peut-être pas un mouvement, en tout cas de ce phénomène, à la fin des années 70 à Detroit et aux expériences de l'Institut de géographie de Gwendolyn Warren et William Bunge. Et moi, j'aimerais remonter un peu en amont. Ce sont les années 70 aussi, mais en Amérique du Sud, où l'Église catholique fait des cartes, réalise des cartes avec les populations autochtones pour défendre leur usage du territoire. Donc c'est un phénomène diffus qui émerge ici et là, et on se rend compte que cette carte, elle pourra servir d'objet de preuve, éventuellement devant un tribunal. En tout cas, elle permettra de défendre le droit d'usage des territoires aux Premières Nations. Vous avez donc ensuite l'émergence aux États-Unis, William Bunge, fin des années 70, et qui lui parle de géographie et cartographie critique. Vous avez un peu plus tard, Qu'est-ce que c'est la cartographie critique alors ? Alors, entrons dans le cœur du sujet. C'est une certaine approche de la cartographie avec une intention sous-tendue par une intention politique. Politique dans le sens police avec un S, c'est-à-dire citer, défendre quelque chose, en tout cas agir au niveau de la cité. C'est pour ça que cette cartographie est plutôt utilisée dans des situations où il s'agit de dénoncer des anomalies, des dysfonctionnements politiques justement, qui desservent l'intérêt général. Donc sa dimension politique est omniprésente. Si vous faites une carte radicale, elle a une intention, vous avez une visée, c'est changer quelque chose dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que en fait, c'est ainsi que j'ai lu cet ouvrage, Cartographie radicale, publié aux éditions de la Découverte, qui est un ouvrage tout à fait étonnant, parce qu'il est à mi-chemin entre l'Atlas, le beau livre, le livre d'art, avec un certain nombre de croquis, de tableaux, d'images. Cela ressemble parfois à des collages. C'est à la fois poétique, c'est beau, parfois aussi c'est triste, très triste même, mais on sort en quelque sorte de la naïveté qui consiste à croire que la carte est le territoire, et on a des représentations qui permettent de montrer finalement que dans une carte, il y a toujours un parti pris, alors un parti pris qui peut être politique, statistique, idéologique, et j'en donne un exemple. Cet exemple, c'est une carte que l'on trouve par exemple du monde, une carte du monde où les différents continents, les différents pays sont représentés à l'aide du PNB, du produit national brut, lequel montre finalement les distorsions entre les différents pays et les différents continents. Peut-être un commentaire au sujet de cette carte, Philippe Rekasevitch. Oui, alors ces cartes dites en anamorphose, elles sont justement un des meilleurs exemples de ce que peut être l'approche critique ou radicale de la cartographie, c'est-à-dire en fait un découplage, une déconnexion avec le territoire. Si on admet l'idée que conventionnellement une carte c'est un objet graphique qui nous sert à nous repérer dans l'espace et éventuellement dans le temps, dans le cas des cartes historiques, on a remplacé la surface des pays, des continents, par un indicateur. C'est-à-dire, en général, dans une carte, ce qui représente, quand vous avez un fond de carte, ce qui représente la carte elle-même, c'est la surface, c'est le nombre de kilomètres carrés d'un pays. Et on remplace cette surface par un indicateur économique ou démographique. En l'occurrence, vous faites référence à cette carte où la surface des continents n'est plus proportionnelle à sa grandeur réelle, mais à son PNB brut. Et c'est un
un système, une méthode qui permet de mettre en valeur des phénomènes qui sont invisibles. Et c'est aussi une des caractéristiques de l'approche critique ou radicale de la cartographie, c'est de rendre visible ce qui est invisible pour nous. On a des cartes conventionnelles qui nous sont offertes dans les livres scolaires, les encyclopédies, les journaux, et qui montrent des situations réelles, des situations tangibles qu'on peut facilement imaginer, c'est-à-dire voilà, le transport de pétrole par bateau, etc. Mais par contre, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est un peu virtuel, hein, la circulation d'argent, la richesse que peut produire un État, et c'est ce que montre cette carte. Et en fait, si on veut la décrire un petit peu, elle montre d'une manière un peu obscène, un peu terrible, les inégalités de richesse dans le monde, puisqu'on a... Pourquoi Qu'est-ce qu'on y voit sur cette carte, en fait, Philippe Rekasevich? on y voit la géographie du plein et la géographie du vide. On y voit l'accaparement, c'est-à-dire on voit une Amérique du Nord, une Europe, une Asie qui est prête à exploser. Ce sont ces grandes boules de sang qui sont représentées de manière énorme et gigantesque sur la carte, et une Afrique et une Asie du Sud-Est et éventuellement une Amérique latine, mais c'est un petit peu moins tangible et visible, complètement squeezée, complètement compressée, à qui on a pris toute la substance finalement, et qui se trouve non seulement écrasée, pliée en deux, et qui est en train d'étouffer, en fait, qui est en train de mourir de ces inégalités. C'est-à-dire que sur cette carte, on peut presque dire que l'Afrique a disparu. Elle a, en tout cas... Il y a l'Afrique du Sud qui... L'Amérique du Sud. Non, oui. Dans l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud qui demeure, un petit bout, mais pour le reste, le continent a quasiment disparu, alors qu'on voit l'Europe occidentale et l'Amérique, bien sûr, qui, elles, sont deux, vous appelez ça des boules, parce que vous les avez fait en rouge. Oui. C'est aussi une des caractéristiques de cette carte, et donc elles apparaissent de manière complètement différente, Philippe Rekasevich. Alors, sur ce type de représentation, c'est des représentations irréelles. Si on part de l'idée que la carte représente des situations qui sont réelles, c'est en fait ce dialogue entre le réel et l'imaginaire, entre ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Un pays qui fait du PNB global, c'est concret, c'est réel. Par contre, la différence, les écarts énormes entre les pays qui ont des PNB très très faibles et des PNB très forts, lui ne se voit pas sur les cartes puisqu'il n'est pas représenté. Donc l'idée ici, c'est d'introduire une dimension complémentaire qui nous permet d'apprendre quelque chose. C'est donc la carte, l'image qui est une production du savoir directement sans avoir nécessairement à passer par la narration ou par le texte. Nephthys Vert. Oui, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, il ne s'agit pas de cartes topographiques, mais de cartes thématiques. C'est pour cela qu'elles peuvent se permettre d'avoir ces formes non naturelles, entre guillemets. L'attention sera portée sur une information concernant notre usage du monde et de l'espace. Donc ici, dans cette anamorphose, vous avez par exemple le Japon et la Corée, tout petits pays qu'on représenterait topographiquement à leur juste dimension, qui ici sont gigantesques. Et cette apparition des cartes thématiques a permis une chose très importante qui nous amène à la possibilité de la carte radicale, c'est de nous détacher de cette prétention et illusion de l'objectivité de la carte, de l'objectivité d'une représentation du monde sur une surface plane, sur un écran, sur un papier. Tout simplement, on est beaucoup plus humble. L'aspect du monde physique ne sert que de support en fait à l'information. Que faisons-nous ici sur Terre ? Nous vivons, nous agissons, nous commerçons, etc. Et c'est cette information-là qui est importante. Oui, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'aspect descriptif, c'est-à-dire la carte physique, a été rejeté par des géographes comme Élisée Reclus à la fin du 19e Alors, il faut rappeler qui était Élisée Reclus. Est un géographe anarchiste qui était un des premiers géographes à décrire et à mettre en avant l'aspect systémique du monde dans une géographie à l'époque qui était extrêmement descriptive, très découplée, très disystémique, si je veux dire, où vraiment personne ne faisait le lien entre les pays, entre les continents, les liens géopolitiques et économiques. Et lui rejetait l'usage de la carte à l'école. Il l'avait en horreur, il voulait même la faire interdire parce qu'il disait qu'en fait, elle désapprenait le monde, elle désapprenait la géographie du monde. Et
Oui, de là ces recherches pour créer des cartes en relief qui seraient moins fausses, pour créer des globes, un globe gigantesque dans lequel on pourrait se promener pour mieux saisir le monde et sa sphérité. Et aussi, auparavant, c'est à la fin du XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle, on a des représentations du monde avec, par exemple, les lacs africains ou les lacs en Amérique du Nord qui sont représentés de manière absolument énorme. Et c'est déjà une prémisse de la cartographie sensible parce qu'on ne cartographie pas la réalité, on cartographie l'impression, la perception qu'on a. On va se retrouver devant le lac Tchad. À l'époque, c'était comme si c'était une mer. Donc, on le représente comme étant occupant la moitié de l'espace ouest africain. Et alors, ces différentes cartes, Nephthys Sver, elles permettent de réaliser qu'il y a à chaque fois un parti pris et donc une arrière-pensée, et donc une présentation du monde en fonction des techniques utilisées. On le voit très bien avec cette carte des PNB mondiaux, avec les couleurs utilisées, rien n'est neutre. Comment d'ailleurs se sont construites les cartes? Comment a-t-on décidé de représenter le nord, le sud, la droite, la gauche? Bref, ces différentes conventions qui nous paraissent aujourd'hui naturelles, elles se sont édifiées dans quel type d'agissement et dans quelles étapes? Alors, la carte repose sur un besoin. Le besoin de nous repérer, le besoin de nous déplacer, le besoin de fixer des repères. Vous avez la carte de Bedolina, taillée sur un rocher qui représente une vallée, un millénaire avant Jésus-Christ quand même. Et l'être humain a ce besoin de se représenter le monde en vue zénitale, en vue d'en haut. Et par exemple, cela nous amuse beaucoup de constater que dans n'importe quel documentaire aujourd'hui, vous avez des drones qui produisent de magnifiques images. Et c'est comme si nous avions ce besoin très, 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 très prégnant de comprendre le monde qui nous entoure autrement que par notre expérience physique qui est très limitée, qui est très horizontale. Et donc la carte, elle existe depuis toujours. Les conventions sont différentes d'une région à l'autre. Il n'y a pas un savoir qui se constituerait de façon linéaire et on arriverait, alors dans notre cas, à la cartographie radicale. Non, pas du tout. Les usages se commandent, conjugués aux techniques disponibles. Je pense aux portulans qui, doivent permettre aux marins de retrouver leur cap par rapport à une côte. On va dessiner les lignes de côte et inscrire perpendiculairement à la ligne de côte les noms des villes. Et ceci dessinera des cartes à leur corps défendant. Et il y a toutes ces innovations techniques vont permettre des affinements. Et il y a aussi, bien sûr, les précurseurs et précurseuses qui, elles, vont... Je pense à Charles-Joseph Minard, qui, lui, justement, qui est dans la cartographie thématique, lui, ne va plus tenir compte des anciennes conventions, c'est-à-dire Cassini représenté le plus fidèlement possible. Justement, cette carte de Cassini, parce qu'elle est tout à fait étonnante si certaines personnes ont eu l'occasion de les voir. Donc, on est au XVIIIe siècle et cette carte, elle est particulièrement précise, alors même qu'on avait affaire à des astrolabes, à des instruments qui étaient des instruments relativement rudimentaires par rapport à ce dont on dispose. Comment expliquer, Nephthys Sver, que ces cartes soient aussi précises, alors même que les hommes n'avaient affaire qu'à des techniques et à des outils rudimentaires? C'est grâce aux techniques de la triangulation. Je laisserai peut-être Philippe expliquer techniquement ce que c'est, mais c'est une façon mathématique d'aborder l'arpentage, la mesure du territoire. Il y a une utilisation de la mathématique et de la géométrie qui permet très tôt, même un peu plus tôt, de produire une cartographie très ressemblante à ce qu'est la cartographie, ce que serait cette cartographie si elle avait été établie à partir d'images satellites ou de photos aériennes, ce qui à l'époque n'était bien sûr pas possible. Et c'est très troublant, c'est même tout à fait miraculeux d'avoir ces formes. Mais encore une fois, on reconnaît extrêmement bien les formes. On reconnaît l'Italie, on connaît la Méditerranée. Et d'ailleurs, dans la description de la géographie grecque de l'Antiquité, qui n'a pas produit de cartes, les cartes ont été produites plus tard, mais dans la figuration de cette géographie, on retrouve les formes de la Méditerranée, on les reconnaît très bien sans même qu'elles soient nommées.
Alors, si c'est possible, je voulais juste rajouter une chose, c'est à propos de l'orientation, parce que ça c'est intéressant. Comme la Terre est ronde, l'idée que le nord doit être représenté en haut de la carte, c'est vraiment des conventions tout à fait prises au hasard. Et de mon point de vue, on va peut-être dire des gros mots, c'est une représentation impérialiste ou coloniale, c'est-à-dire que c'était... Je voulais vous faire prononcer ces gros mots. Bon, très bien, ça tombe bien. Mais parce que dans beaucoup de cartographies sensibles, de cartographies des Premières Nations ou des peuples autochtones en Amérique du Sud ou au Canada, dans la cartographie Mapuche par exemple, le point de repère, c'est pas le nord, parce que pour les sociétés Mapuche, le nord n'a aucun intérêt. Par contre, ce qui est un intérêt, c'est la chaîne j'allais dire l'Himalaya, mais c'est la grande chaîne montagneuse qui est vraiment pour ces sociétés une barrière. Il y a des Mapuches de part et d'autre. Et donc, le haut de la carte, qui est important, c'est en réalité l'Est. Voilà, donc on a l'Est au nord et puis... Donc ce sont des conventions, donc ces conventions, elles donnent effectivement la possibilité de voir l'espace différemment, et on trouve dans votre livre des cartes de toutes sortes. Je parlais de cartes tristes, particulièrement tristes. Par exemple, on trouve une carte qui est une carte des morts, inventée et produite par Olivier Clochard au début des années 2000, où on voit les décès des migrants aux frontières de l'Union européenne. C'est page 50, Philippe Rekasevich, et l'on y voit donc à quel point il y a eu dans certains lieux des décès de migrants concentrés. C'est un très bon exemple de ce que peut faire la cartographie pour donner à voir. Alors, on peut la décrire, si on a un tout petit peu de temps, on peut la décrire, puisque c'est une carte en fait complexe, qui part en fait d'une idée simple, mais qui montre que derrière toutes les idées simples, quand on remet en contexte, nous les géographes, on adore ça en fait, sur un événement particulier, on a vraiment besoin de recontextualiser, c'est-à-dire d'aller un tout petit peu plus loin, d'aller avoir une vision en hauteur qui permette de donner le contexte complexe. Ici, le contexte, il est vraiment beaucoup plus complexe, et je l'explique en quelques minutes. L'Europe, c'est une frontière, c'est la frontière Schengen. Sur cette carte, c'est cette ligne rouge terrible avec ces gros ronds rouges qui représentent ce qui est vraiment une des actions, une des actions les pires de la Commission européenne, qui est d'interdire à 2/3 de l'humanité la possibilité d'avoir un visa pour voyager en Europe de manière très safe. Elle représente les morts aux frontières, c'est-à-dire environ 45 000 depuis 30 ans. Mais dans le système européen, cette frontière, c'est pas la seule. C'est-à-dire, on défend la frontière Schengen, mais la frontière n'est plus une ligne. Il y a une pré-frontière, puisqu'on donne de l'argent déjà à des pays comme le Burkina Faso ou le Mali pour interrompre, pour prévenir les flux de migrants. Et à l'intérieur, s'ils peuvent passer là, donc la pré-frontière, et on a même une post-frontière, parce que tous les migrants irréguliers qu'on va trouver en Europe, on les arrête, on les met en prison et ou on les renvoie d'où ils viennent. La frontière, c'est plus une ligne, c'est tout le territoire, c'est partout. Et c'est ça que montre la carte, c'est ça le contexte, c'est la pixelisation de la frontière qui se fond complètement avec le territoire. On n'est plus en sécurité nulle part. Et c'était ce que je voulais donner à entendre dans cette cartographie radicale, autrement dit, une autre manière d'envisager l'espace et de voir la manière dont la géographie percute la vie des hommes. Nephthys Vert, Philippe Rekasevich, votre livre aux éditions La Découverte. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer ces explorations. 7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous retrouvons nos invités. Nephthys Vert, Philippe Rekasevich, vous publiez un ouvrage intitulé Cartographie radicale, exploration aux éditions Carré. La Découverte, la cartographie radicale, c'est une autre manière de représenter le territoire, une autre manière de croiser la géographie et l'histoire. Une façon qui s'apparente à la fois à une manière d'exhumer les arrière-pensées, les sous-entendus, les postulats idéologiques et politiques qu'il y a derrière les cartes. Et puis, c'est aussi un livre, et là, je dois dire que c'est un livre tout à fait étonnant, à la fois un livre de science avec des cartes, mais aussi un livre d'art avec des collages, avec des choses extrêmement éclairantes, d'autres tout à fait émouvantes. Je vous propose de poursuivre cette exploration, puisque nous sommes à la radio et il faut donc décrire les cartes. Nephthys Vert, j'ai choisi deux cartes qui, là aussi, montrent à quel point ces cartes
nous façonne. Et ces cartes, elles concernent les mouvements de population fuyant les guerres et les massacres dans la région des Grands Lacs en Afrique. Expliquez-nous comment vous avez choisi sur ces 2 cartes de représenter le Rwanda, le Burundi, la région du fleuve, du lac Kivu, et comment vous avez choisi en fait de mettre en relief certaines choses. Oui, alors ces 2 cartes du Rwanda, moi, j'aimerais bien les lier à ce qui a été évoqué juste à l'instant, c'est-à-dire les élections. La carte, c'est quoi? C'est représenter le territoire et ses découpages. Et à propos des élections, nous avons quelques cartes qui montrent comment, à partir de la Révolution française déjà, on imaginait un redécoupage du territoire favorisant certaines actions politiques. Et il existe un terme américain, le gerrymandering, qui est le charcutage électoral. Voilà. Et cela nous dit quoi? Cela nous dit que la carte, elle sert à ça. Elle sert à imposer une certaine vision du territoire que nous ne pouvons pas appréhender en tant qu'individus. Et ici, ces 2 cartes du Rwanda, elles nous montrent quoi? Elles nous parlent d'échelle, en fait. Plongé dans l'actualité, on a énormément de mal à se représenter les échelles. Et ici, cette carte de Philippe le montre parfaitement. Philippe. Alors, c'est l'échelle et la perception qu'on a de l'espace, du territoire, des distances, et quelque chose qui est en général assez difficile à représenter cartographiquement sont les superpositions d'événements. On peut avoir sur un territoire à représenter une superposition de plusieurs événements, ce qui rend la carte complexe et souvent illisible en fait parce qu'elle est trop touffue. Ici, ce travail fait partie d'un projet qui était un projet de recherche, mais aussi un projet pour montrer quelle distance avaient parcouru ces centaines de milliers de populations réfugiées, soit déplacées à l'intérieur des pays, soit réfugiés, c'est-à-dire ayant traversé une frontière. Comme l'expliquait le représentant du HCR, de voir arriver l'équivalent de la ville de Genève, plusieurs centaines de millions d'habitants qui ont parcouru 150, 200, voire 250 km à pied. Il faut gérer tout comme on gère une ville, c'est-à-dire les naissances, les décès, les maladies, nourrir cette population qui n'a rien, donc juste d'imaginer l'infrastructure. Mais simplement, dans les informations, dans la manière, à l'époque, c'était au milieu des années 90, la manière dont la presse, les médias ont parlé de cet événement, on a dit les populations fuient, c'était invisible en fait pour nous. On n'avait aucune idée ni des distances, ni des conditions dans lesquelles ces populations se déplaçaient. L'idée de la superposition et de superposer des pays, des espaces qui sont très très éloignés les uns des autres, comme ici, l'élément de comparaison, c'est un élément qu'on connaît. On prend le Benelux ou la Belgique, puisqu'on a une bien meilleure idée des distances en Belgique ou en France. On aurait pu utiliser la France pour coller vraiment de manière beaucoup plus proche à notre imaginaire, nous de Français, et de le plaquer sur cet espace qui nous est totalement inconnu. C'est-à-dire vraiment de distance qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous superposez sur cette région qui est mal connue, où on voit donc le Rwanda, le Sud Kivu, le Zaïre, vous superposez des pays qui nous sont beaucoup plus familiers, tels que la Belgique, le Pays-Bas, le Luxembourg. Oui, et l'objectif, c'est vraiment de faire prendre conscience, encore une fois, de rendre visible un événement, des prolongements politiques, sociaux qui sont invisibles pour nous, qu'on perçoit mal. C'est ce fameux rapport drame-kilomètre. Si un avion s'écrase sur Paris, évidemment, ça va prendre une proportion énorme parce que l'événement est très proche de nous. Par contre, si ce même avion avec 3 fois plus de passagers s'écrase au milieu du Pacifique sur une petite île, on n'en parlera même pas parce que on se sent moins impliqué. Donc l'idée, c'est vraiment de réimpliquer, c'est même de réhumaniser la carte et de nous réimpliquer dans des événements qui sont directement liés à nos politiques, à notre histoire. Hein, bien sûr. Neftis. Oui, réhumaniser justement. C'est un des objectifs que se fixe la cartographie radicale, c'est ramener l'être humain sur la carte. D'ailleurs, il est assez amusant de voir que Marx lui-même définissait la notion de radicalité par
prendre les choses à la racine. Et il disait, or, la racine pour l'humain, c'est l'être humain lui-même. C'est pour ça qu'il y a toute une dimension sensible dans la cartographie radicale. Et nous avons choisi de représenter une carte de la Shoah. C'est une carte interactive que l'on trouve sur notre site Vision Carto, que nous ont confié 2 chercheurs et chercheuses, intitulée « J'étais là-bas ». Il s'agit de quoi ? Il s'agit d'une carte panoramique. Alors ça, c'est une carte absolument incroyable, les lieux d'expérience de la Shoah, avec donc un récit cartographique, Nephthys Ver. Il faut peut-être aussi essayer un peu de décrire à quoi peut ressembler une carte de la Shoah. Voilà. Alors, Anne Knowles et Levi Westervelt récupèrent des archives enregistrées d'une survivante et d'un survivant de la Shoah. Et à partir de ces récits, ils vont créer une carte sensible dans le sens où c'est l'expérience vécue et ressentie et le souvenir de ces 2 personnes qui dictera la forme de la carte. Donc, vous avez des cercles plus ou moins accentués. Plus ces cercles seront accentués, plus ils auront du poids dans la mémoire des 2 survivantes. Et vous avez différents éléments proportionnels les uns par rapport aux autres, de petits points, de grands points. Le petit point, ça peut être un espace très grand qui aura très peu d'importance dans le vécu de ces personnes. Alors qu'un tout petit événement, je cite toujours la poche dans laquelle on va pouvoir glisser un bout de pain pour survivre, un papier, un message, je ne sais pas, aura plus de place dans la mémoire, dans l'expérience et donc sur la carte. Donc cette carte, elle ne représente pas le monde physique tel que vécu par les personnes, elle représente leur impression du monde, ce qu'elles vont transmettre et qui a été récupéré ici par les chercheuses et chercheurs. Donc on peut naviguer dans cette carte, aller de Auschwitz à un petit appentis où on a pu se réfugier, se protéger du froid. Et les 2 expériences donc, de cette femme, Patipa et Jacob, sont conjuguées. Voilà. Et on navigue soi-même, on revit l'expérience de ces personnes, bien sûr au figuré, mais ça donne une toute autre dimension à cette catastrophe. Et encore une fois, cet exemple très fort, très puissant, très émouvant montre à quel point la représentation des objets en fonction de l'importance qu'elles ont pour nous humainement fait vraiment le lit, le fond de ce qu'on appelle la cartographie radicale ou critique ou sensible. Il y a Saint-Exupéry dans Terre des Hommes, au tout début, reçoit une leçon de géographie de Guillaumet. Il va partir en Amérique du Sud et il reçoit une leçon de géographie et Guillaumet va lui apprendre à préparer la carte qui va potentiellement lui sauver la vie si son moteur s'arrête, s'enflamme et qu'il est obligé d'atterrir dans un champ en lui disant « Regarde, ce petit ruisseau qu'enchantent quelques grenouilles, eh bien, marque le plus grand fleuve d'Espagne. Hein. Parce que si jamais tu dois atterrir en urgence, si tu ne connais pas l'existence de ce ruisseau, eh bien, ton avion va exploser en atterrissant. Et le fait de savoir qu'il existe, il va te sauver la vie. Comme cette bergère et ce berger en haut de la colline, eux, ils viendront te secourir. Marque-les plus grands que la totalité de la population espagnole, parce que eux vont venir te secourir et ils te sauveront la vie. Ce qui veut dire que l'objet qu'on dessine sur la carte, la taille de cet objet, il est proportionnel à l'importance que ça a pour nous humainement, soit pour nous sauver la vie, soit parce que c'est un lieu important pour notre identité culturelle. Saint-Ex, justement, je cite la fin de ce passage que nous reprenons. Il dit « Je portais à sa place exacte cette bergère qu'avaient négligé les géographes ». Et c'est dans ce négliger une dimension du monde vécu que s'inscrit la cartographie. Oui, puis il y a vraiment négligé qui est un terme qui a beaucoup de signification. On a pu le négliger de manière volontaire ou on l'a oublié parce qu'on simplement ne savait pas qu'ils existaient. Mais bien souvent aussi on choisit les éléments qu'on représente sur la carte et c'est vraiment aussi là la porte ouverte sur la négation des choses, la manipulation. Voilà, parce que la carte va servir à créer notre réalité. Nous ne pouvons le faire que de cette façon. Et c'est là que s'insère, tel un cheval de Troie, la cartographie radicale. Alors, de manière
plus classique, ai-je envie de dire. On trouve aussi dans cet ouvrage Cartographie radicale un certain nombre de cartes ou de représentations. Le terme de représentation à cet égard est plus exact. Page 238, il y a par exemple une représentation des principales routes maritimes, on en parle beaucoup en ce moment, autrement dit une représentation des échanges mondiaux si on devait représenter le monde du point de vue des échanges. Et là, on voit qu'on a affaire à la fois à une œuvre pédagogique, puisqu'il s'agit bien entendu de rendre visibles certaines choses, mais aussi, je dois dire, une œuvre qui présente des partis pris esthétiques très clairs, avec une volonté, donc non seulement de donner à voir, mais aussi des choix et des partis pris qui sont des partis pris esthétiques. Une description et un commentaire, Nephthys Vert. Oui, alors esthétique, c'est le mot juste. Justement, vous parlez de notre livre comme d'un atlas. Un atlas répertorie des cartes. Ici, nous avons 350 illustrations, majoritairement des cartes, bien sûr, et des photos traitant de sujets de l'espace. Et il y a cette dimension esthétique qui fait que c'est un livre... qui nous a étonnés. C'est un beau livre avec des collages. Parce qu'il y a aussi une dimension artistique. Il y a également les dessins de Philippe qui sont présents dans ce dessin, dans ce livre. Et donc, on voit à nouveau comment ces différentes dimensions s'entremêlent. Et ça se voit particulièrement dans ces exemples, parmi lesquels on a cette carte. L'art est omniprésent, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit tout simplement de se dégager de l'idée de la représentation topographique du monde et de se libérer des conventions pseudo-scientifiques ou scientifiques qui les commandent et de libérer le geste cartographique. Et Philippe, je pense, est vraiment un artiste talentueux dans ce sens où ces représentations du monde, elles pourront prendre ces formes parfois tout à fait géométriques. Ce sont des cercles, des carrés, des lignes et qui seront tout aussi parlantes qu'une représentation pleine de fioritures qui simulerait une affinité avec le monde. Et cette carte des routes maritimes, elle est tout à fait épurée. En cela, notre grande référence est toujours le Bauhaus. Lissitzky, par exemple, toutes ces recherches au niveau graphique qui ont fertilisé la cartographie. Alors ça mérite quelques explications, Philippe Bécassé-Vite. Oui, la première chose qu'il faut aussi rappeler, c'est que dans notre approche de ce qu'est cette discipline cartographique et dans son prolongement de cette pratique radicale ou critique, c'est une discipline qu'on a prolongée, qui est très multiple. Elle fait appel à de l'éthique, elle fait appel à de la philosophie, à de la culture, à de la technique, puisqu'on dessine avec la technique, on utilise des ordinateurs, et aussi l'art, le côté esthétique. On produit des cartes qui sont des dessins, donc avec des couleurs, des mouvements, des contrastes, etc. L'idée ici, sur l'influence pour nous les artistes du Bauhaus et un tout petit peu auparavant du Wurktemas, tu citais Lissitzky, de cette idée de minimalisme, c'est-à-dire de retirer les couches. C'est un petit peu parfois ce que disent les musiciens. Les musiciens travaillent sur des maquettes et puis c'est trop touffu, hop, ils retirent des couches jusqu'à ce qu'ils ne récupèrent que la substantifique moelle. Et c'est ce travail qu'on a fait précisément sur la carte que vous citez ici, d'être extrêmement minimaliste. Et comme nos précurseurs d'ailleurs se sont aussi lancés dans ces recherches, on n'a pas cité Otto Neurath, qui est un... Alors, il occupe une place importante dans ce livre, il faut peut-être dire en quelques mots. Vous avez travaillé sur Otto Neurath, il faut présenter cette œuvre. Voilà. Alors, ma recherche porte sur l'œuvre d'Otto et Marie Neurath. Ce sont deux personnes qui développent un système de représentation des statistiques par pictogramme. Et justement, apurer, être minimaliste, c'est un de leurs principes. L'information spatiale, elle est touffue, elle est dense, il faut la rendre digeste. Et pour cela, il faut accepter d'élaguer, de renoncer à énormément d'informations et de ne retenir par exemple que 3 informations par rapport à un sujet. Vous avez devant vous un cartogramme, une carte, et au bout de 3 lectures, vous devez avoir saisi l'essentiel de cette information. Donc ce sont des personnes qui ont innové avec l'isotype,
c'est le terme choisi pour qualifier cette méthode, en représentant des cartes thématiques, donc des fonds de cartes, et parfois en s'exonérant complètement du fond de carte, et des pictogrammes qui représentent certaines quantités, qui donnent donc des informations socio-économiques sur le monde. Et oui, parce qu'on voit, page 258, l'art de la carte, on voit vos crayonnés, Philippe Rekasevitch, je ne sais pas si on dit les choses ainsi, mais on voit finalement que votre travail de cartographe, il débute moins par des représentations informatiques que par une tentative artistique de saisir une réalité qui est une réalité statistique ou politique ou géopolitique, mais vous travaillez avec elle avec des crayons de couleur comme le ferait un peintre. Là, on est évidemment là à un carrefour très important de la méthode et de la production des cartes. C'est le photographe et auteur Philippe de Joncker qui a dit en introduction d'un ouvrage qui s'appelle « Images de pensée » aux éditions de la Réunion des musées nationaux. Tout part du dessin, c'est-à-dire quoi que vous fassiez, tout part du dessin. Et dans ce livre, ce sont des musiciens, des mathématiciens, des géomètres, des psychanalystes qui dessinent la manière dont ils conçoivent leur concept. Le cartographe fait la même chose. Il produit une image de pensée. Alors, on l'appelle esquisse zéro, image de pensée, c'est-à-dire qu'on a d'abord l'intention cartographique, l'intention de la carte, on veut dire quelque chose, on l'imagine mentalement, et puis on a une première esquisse qu'on couche sur le papier, concrètement, ce qui est notre idée cartographique, avec, bien sûr, ce qui est sous-tendu, c'est l'idée politique, c'est le message qu'on veut donner. Pour revenir à ce minimalisme cartographique, c'est aussi un autre grand géographe, Jacques Bertin, géographe et cartographe, qui lui a écrit ce livre Sémiologie graphique, dans lequel il décrit toutes ces méthodes et qui a soutenu cette idée qu'il fallait élaguer, minimaliser, quitte à perdre de l'information pour qu'on s'en souvienne, pour que des gens qui ne sont pas familiers avec la chose cartographique puissent s'en souvenir. Et il a imaginé qu'il y avait des cartes à lire, très touffues, dans lesquelles c'était très compliqué de se plonger, et des cartes à voir, qui est le cas de cette carte des containers, qui donne immédiatement l'information qui est importante et celle dont on a envie que le public se souvienne. Et alors, si on poursuit dans les descriptions des cartes, et alors là, cette fois-ci, on est presque de manière immédiate, Nephthys Vert, dans la superposition entre la géographie et la politique, on a une carte d'Israël de 1948 qui superpose la Palestine et Israël, c'est page 99. Et là, on voit clairement cette superposition puisqu'elle se fait à la fois avec ce que l'on reconnaît comme étant la carte d'Israël dans ses frontières actuelles. D'ailleurs, je ne devrais pas dire dans ses frontières actuelles puisqu'il s'agit d'une carte de 1948. Et la superposition avec la carte des lieux qui étaient auparavant les lieux de la Palestine, à la fois donc les noms en arabe et les lieux en hébreu. Oui, c'est une carte impressionnante donc de l'époque de la Palestine mandataire. Et vous abordez la question des toponymes. Le toponyme, la façon dont vous nommez un lieu, il est constitué historiquement. Et ici, vous avez des toponymes arabes dont on a cherché à conserver la consonance. Sinon, on était perdu dans le paysage. Et donc, vous avez cette carte très sobre, quadrillée, le territoire est quadrillé, et vous avez au Tipex, au Blanco, on a enlevé des noms et on a écrit par-dessus les nouveaux noms. Et on voit très bien qu'on peut faire le rapprochement entre le nom ancien et le nouveau nom. Ça montre quoi? Ça montre ou pas d'ailleurs, ou pas, puisque donc on retrouve El Mougar avec Guédéra, donc à côté d'Ashdod. On retrouve d'autres noms qui sont des noms strictement superposés, mais par exemple Yafa, qui est la partie arabe de la ville de Tel Aviv, mais on voit comment le découpage politique a remodelé l'espace. Voilà. C'est une magnifique illustration de la force performative de la carte. La carte, elle vous sert à tracer au crayon une limite. On peut se poser la question de ce qu'est la frontière. Est-ce qu'elle est vraiment ce trait de crayon violent porté sur une carte? Et elle sert aussi à
donner un nom, à nommer, à faire exister. Et vous avez ce phénomène absolument partout, partout sur Terre, avec des disputes quand on n'est pas d'accord sur les dénominations, parce que dénommer, c'est aussi revendiquer sa possession, sa propriété. Et je pense aux îles d'Octo pour la Corée, qu'ils se les disputent avec le Japon. Et oui, il y a d'ailleurs cette citation à côté donc de cette carte d'Israël, une citation donc qui a trait à la négociation des traités de paix de 1919, et je cite ce que dit un expert britannique: « Je trouve le président Wilson presque allongé sur le tapis de foyer et Clemenceau à quatre pattes à ses côtés en train d'examiner ma carte de l'Asie mineure. Il me demande de faire quelques modifications afin de laisser Marmaris hors de la zone italienne. » Philippe Rekasevitch, un commentaire. Vous vous rendez compte le destin des peuples? Clemenceau a peu de choses. Les fesses en l'air. Moi, je pensais au peuple qui habitait Marmaris plutôt. Oui, vous voyez, chacun voit. Voilà, c'est quand même Clemenceau qui décide au bout du compte, et c'est aussi ça la force extraordinaire, le pouvoir extraordinaire de la carte. Et c'est bien souvent comme ça en fait. C'est bien souvent ce qui se passe dans les négociations, dans les échanges territoriaux. Ce sont des discussions à bâton rompu sur des esquisses, sur des bouts de papier où on trace des traits rouges. C'est un peu comme ça que d'ailleurs le conflit persistant entre l'Inde et la Chine, il est issu en fait d'un gros trait de crayon rouge totalement arbitraire qui a été tracé une nuit dans un hôtel quelque part. Voilà. Bon, vous l'avez compris, en tout cas, ce livre a été un véritable coup de cœur pour moi. Je ne sais pas s'il y a par exemple une célébration, on doit offrir des cadeaux prochainement. Eh bien, peut-être que cette cartographie radicale, exploration, signée Nephthys Ver et Philippe Rekasevitch aux éditions La Découverte, Carré, eh bien, peut-être que ce livre pourrait faire office de beau cadeau pour les fêtes.